Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 avril 2020. Hein? Comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Comment vivons-nous? Eh bien, vous êtes quelques-uns à suivre mes activités sur ma chaîne YouTube. J'en profite ici pour vous remercier. Et comme vous êtes quelques-uns à me suivre, je pense que vous dois de je me dois de vous livrer, hum, non pas mes impressions, non pas mes analyses, non pas mon expertise, mais plutôt mes états d'âme depuis que le confinement a commencé. À quoi ressemblent un peu mes journées? Bon, je vais vous avouer un certain nombre de choses. Je vais, je vais anticiper sur ce qui va arriver ici à l'atelier de librairie et et peut-être aussi comment je vois mon métier de libraire dans un contexte tout à fait inédit. Bon. Alors, depuis 2, 3 semaines, euh, je peine, je peine à me livrer à mes activités coutumières. J'ai jamais aussi peu lu. Les journées m'apparaissent à la fois interminables et courtes. Je me réveille très très tôt. Et je lis sur le virus COVID-19. Euh, Ce virus-là me bouffe l'esprit. Alors, je n'ai jamais aussi peu lu et j'ai l'impression que ce qui se passe vraiment en dehors des livres est de la plus haute importance. J'ai déjà pensé que le 11 septembre 2001 avait mis à mal définitivement l'industrie catastrophiste hollywoodienne. Parce que là, tout à coup, sur nos écrans, on assistait à quelque chose d'inimaginable. Ceux qui me connaissent un peu savent aussi que je ne suis pas un grand amateur de téléséries. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Au contraire, les meilleurs scénaristes, les meilleurs monteurs, euh, les comédiens les plus aguerris sont à l'œuvre pour créer des téléséries de grande qualité. Mon point n'est pas là. C'est, c'est dans le temps qui est consacré. C'est extrêmement euh, chronophage, une télésérie. Et si le 11 septembre avait mis fin à une certaine manière à un certain type de cinéma qui a été remplacé par les téléséries, parce que les premières téléséries d'importance, là, je pense ici aux Sopranos ou à Six Feet Under, sont tous nés à la fin, euh, à la fin des années 90, au début des années 2000. Et avec le 11 septembre, il y a eu un repli, hein, un premier repli de l'imaginaire et un premier repli également, la, 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 en fait, pas un repli, mais la première flambée immobilière. Le monde était devenu tout à coup extrêmement menaçant avec la suite, la guerre d'Irak 2 et tout ça. Alors, et là, il y a eu, de là aussi, c'est à partir du 11 septembre, que vraiment la bulle immobilière a pris son envol, c'est-à-dire le repli sur soi, et, et l'industrie hollywoodienne avait été dépassée par les événements. Là, ce que je subodore avec cette pandémie aux conséquences inimaginables, c'est que l'existence même des téléséries est remis en cause, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous comprenez bien que de vous embarquer, de s'embarquer dans, un, dans une longue consommation d'une télésérie, quand la réalité elle-même, elle est absolument délirante, l'hypnose de la télésérie, je crois elle ne fonctionne plus. Et j'ai l'impression que les grands amateurs, les amateurs de téléséries sont sur le point de faire une surdose et sont sur le point
d'entrer dans une sorte de clash mental, parce que le réel de la pandémie est tel que les téléséries ont l'air presque d'une blague. Tellement la situation est inimaginable. Alors, je reviens à mon petit cas personnel. Je manque d'enthousiasme. Je me dois de vous avouer que je suis dans une sorte de léthargie, une sorte de bon, je peux pas, ouais, le terme de léthargie est approprié. Je manque de tonus, je manque d'énergie. Cet esprit, ce virus-là paralyse mon esprit. Je m'étais proposé de travailler fort sur certains projets qui me tiennent à cœur. Ils m'apparaissent un peu vains, un peu... Vous êtes aussi nombreux et je tiens ici à vous remercier, à m'encourager, à vouloir m'acheter des livres, vous me proposez de les payer par avance. Et à beaucoup d'entre eux, j'ai promis des réponses. Et je ne l'ai pas fait. À cause de cet état d'esprit qui est le mien, je me sens... Tenez, je vais continuer, puisque vous m'écoutez, donc, j'imagine que ça vous intéresse un peu. J'ai connu dans ma vie des périodes où je subodorais que quoi que j'entreprenne, je ne parviendrais pas à réaliser les projets. Des périodes où il n'y avait pratiquement qu'une seule chose à faire. Et cette chose-là, pour nous occidentaux suragités, eh bien, c'est la passivité. Cette chose-là, la passivité, ça nous interdit. Ne pas rien faire, le non-agir, le fameux non-agir de la spiritualité, des spiritualités orientales. Le non-agir, c'est quelque chose qui nous est, on va dire, vaut mieux faire quelque chose plutôt que faire rien. N'importe quoi, faisons n'importe quoi plutôt que rien faire. Eh bien, moi, j'ai connu dans ma vie ces périodes-là où je savais, avec une sorte de science venue de je ne sais où que j'avais rien à faire. Qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre. Alors, comment on peut enseigner dans une école de commerce, disons? Hein? Moi, je suis un petit commerçant. Le non-agir. Qu'il y a des périodes où quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, c'est voué à l'échec. Comment on peut enseigner à ne rien faire? Comment on peut faire ça? Et cet art, hein, disons-le franchement, cet art que je qualifierais de savoir attendre, comment on peut défendre ça? Et comment on peut même proposer ça comme manière d'agir, comme manière d'être? Ne rien faire. On parle pas du repos, là. On parle de se mettre sous un mode quasi... vous savez, ces insectes préhistoriques qu'on trouve là, sous les roches, le nom m'échappe. Je l'ai, là. Pas prisopode, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, ça se termine en opode, là. Ces petits sont ronds, ils ont des petites pattes. Et ils vivent dans des milieux humides et ils ne bougent pratiquement pas. Toute leur activité se fait dans une humidité ténébreuse et ils sont carapassonnés, là, et je pense que parfois l'être humain doit se transformer en une sorte d'insecte. Ouais. Et que pour faire face à cette autre entité extraterrestre, que le COVID-19, eh bien, il faut soi-même devenir une sorte de virus hérissé, une sorte de... et de
et de ne pas s'en faire avec ça. C'est pas... Bon, c'est pas la fin de l'humanité. C'est sûr, bon, il y en a qui disent « Ah, on va revenir pareil. Ah non, ça sera pas pareil. » Écoutez, quand les statistiques économiques vont sortir à la mi-mai sur l'activité économique du mois d'avril, eh bien, toutes les grilles que nous avons connues, toutes les grilles statistiques, les grilles d'interprétation, eh bien, vont voler en éclats. C'est comme si la calculatrice allait exploser. Les chiffres ne cadreront pas dans nos analyses. Les taux de chômage vont être tels, la réduction de l'activité économique va être tellement inouïe qu'intellectuellement, nous ne serons pas capables de recevoir les nouvelles données. Alors, on peut y aller avec des hypothèses de confinement, reconfinement, confinement, se déconfiner à nouveau, tout ça. À mon avis, là, ça sert même à rien de penser à ça. Vous voyez? Alors voilà. Voilà ce qui se passe chez moi. Voilà ce qui se passe. Fabienne, par contre, est plus active. Elle a peint quelques tableaux. Elle fait son yoga extrême. Elle est très, très bonne. Moi, le yoga, ça me rend extrêmement nerveux. Je veux dire. Et puis, les insectes qui vivent sous les roches n'ont pas besoin de faire de yoga. Alors, je suis sous ma roche, une grosse roche, et je ne bouge pratiquement pas. J'assure le service minimum. Bon, il faut quand même que je remplisse les trucs gouvernementaux, la TPS. L'année fiscale se terminait dans les derniers jours. Il a fallu que je passe une journée complète à colliger des statistiques qui étaient plutôt intéressantes. Et celles d'avril, elles sont... il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est 0, 0, 0, 0, 0. Et des dépenses, des dépenses, des dépenses. Personnellement, moi, ça va faire... depuis 92 que je suis à mon compte. Ça va faire presque 30 ans que je suis à mon compte. Et c'est la première fois, puis ça fait 25 ans que j'ai ma boutique. Et je ne réfléchis pas. Je sais, je pourrais proposer des choses, mais je ne le fais pas. Je trouve que c'est... mais je comprends que certains libraires le fassent. Hein. Je respecte de toute façon le travail de tous mes confrères. Chacun fait ce métier-là comment il le sent, avec ses connaissances, avec sa vision du marché, avec son rapport avec les autres, son rapport avec les livres. Alors le travail de chacun est structuré par son être propre. Là. Mais moi, là, je peux vous dire là, que là, je suis complètement déphasé. Je suis complètement déphasé et me rappelant ces périodes-là de ma vie où j'ai su avec certitude que je ne pouvais rien faire et qu'il ne me restait qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire attendre, eh bien là, je suis retourné dans les bons vieux fondements du non-agir. Alors voilà. Le non-agir, pour un commerçant, c'est presque une injonction paradoxale. Un commerçant est toujours en mouvement. Un petit commerçant est toujours en mouvement. Parce que s'il n'est pas toujours en mouvement, cette petite embarcation va être emportée par le courant. Mais là, je laisse l'embarcation. Je la laisse être emportée. Est-ce que ça va durer? Évidemment pas, parce que le gouvernement a annoncé que le déconfinement aurait lieu le 4 mai. Nous sommes plusieurs à penser que ce ne sera pas le cas. Ça va être probablement la semaine suivante. Et peut-être même la semaine suivante. Mais là, assurément, moi, quand le déconfinement va arriver, je vais reprendre mes activités. Et dans quel contexte je vais les reprendre? J'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile. Je vous livre mes impressions, que ça va être extrêmement difficile, que je ne comptais pas déjà, je ne comptais pas déjà les nombreuses heures de travail. Et j'ai l'impression que les heures de travail, là, je vais devoir les accumuler. Là. Alors, mais quels sont, en fait, là,
Mais encore là, il va falloir une grande capacité d'acceptation. Je ne crois pas, le dernier trimestre d'hiver, était un très bon trimestre. Et on peut le dire, le déménagement et l'implantation de la librairie, l'atelier librairie, le livre voyageur, dans un nouveau quartier de Côte-des-Neiges à Villeray, était un succès. Bon. Ce qui faisait dire à mon ami Louis-Philippe Hébert qu'il n'avait jamais vu une librairie survivre à un déménagement. Parce que c'est ça aussi, les libraires. Hein? C'est là aussi qu'il faut se rappeler les fondamentaux. En Occident, nous exerçons ce métier depuis 500 ans. Et puis là, si on remonte à l'Antiquité, là, avec les tablettes, les papyrus et tout ça, c'est un métier qui date de plus long que 500 ans. En Occident, depuis Gutenberg. Et donc, on ne travaille pas normalement, là, parce qu'en fait, c'est là qu'il faut faire ce distinguo. Là. Il y a deux grandes familles de libraires. La première, qui est celle des librairies de livres neufs, qui, eux, couvrent une toute petite partie de la production des livres. Une toute petite partie, ceux qui sont fraîchement imprimés et ceux qui sont en nombre suffisant dans les entrepôts. Et ça représente, j'ai pas les... je ne sais, sans doute il y a dû quelques statisticiens qui se sont livrés à cet exercice. À vue d'œil, je dirais, ça représente, le livre neuf, doit pas dépasser le 10% de tous les livres qui existent. Alors, il y a une catégorie de libraires, on va dire la catégorie de libraires du 10%. Eux, ils s'occupent que des livres fraîchement imprimés ou des livres disponibles dans les entrepôts. Et puis, il y a les bouquinistes et les libraires de livres anciens. Moi, je suis une synthèse des deux même. Je suis à la fois bouquiniste et je suis à la fois... je vends des livres anciens, ou plutôt, je devrais dire rares, parce que, bon, le livre ancien, c'est déjà un autre marché. Mais on imagine sans peine que le marché du livre ancien, qui est un marché de niche, c'est un marché de lenteur, mais d'une lenteur inimaginable pour les grilles économiques telles qu'on les connaît, telles qu'elles sont pratiquées dans notre univers. Alors c'est pour ça le métier de libraire, de livre d'occasion et ou d'ancien, ben, c'est quelque chose qui contrevient pratiquement à toutes les règles comptables et de gestion telles qu'on nous l'enseigne dans les grandes écoles de commerce. Alors, si on propose à la vente un livre qui date de 2 siècles, j'ai plusieurs livres dans ma librairie de livres qui datent de 2 siècles, et on juge même dans le monde du livre ancien que pour être considéré un livre ancien, c'est minimum 100 ans. Alors, il faut que tu aies minimum 100 ans d'âge pour être jugé un livre ancien. Mais 100 ans, pour un livre, c'est une très, très jeune antiquité. C'est presque une antiquité naissante, je dirais. Alors j'ai plusieurs livres dans ma librairie qui datent de 2 siècles, 2 siècles et demi, 3 siècles même. Et c'est sur un objet qui a été fabriqué il y a 300 ans et puis qui n'est pas nécessairement vendu très très cher. Là, hein. On calcule même que pour un livre ancien qui n'est pas rare, parce qu'un livre ancien peut ne pas être rare, on calcule 1$ par année. Hein. Si vous avez, je ne sais pas, un livre qui date de 2 siècles, mais qui a été imprimé à beaucoup, beaucoup de quantité, dont le sujet est passablement inintéressant et dont les amateurs sont en nombre infinitésimal, ben vous mettez 1$. Puis des fois, c'est 1$ gros maximum. Là. Alors, et en plus, ce livre-là de 200 ans, eh bien, vous pouvez ne jamais le vendre. Alors ça aussi, c'est curieux. Je veux dire, est-ce qu'il y a des commerces qui proposent à la vente des objets
qu'ils ne vendront peut-être jamais. Alors déjà, ça a comme déjà pas beaucoup de sens. Et je le vois bien à l'étonnement des néophytes, des néophytes du livre rare ou ancien. Et ils restent estomaqués, figés. Ah, ce truc-là est imprimé en 1830. Et pour eux, c'est comme si, tout à coup, c'est même plus, c'est quasiment une vie extraterrestre, hein, pour continuer avec pour continuer à filer la métaphore extraterrestre. Ce sont des objets qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un autre monde. Et ils en sont, je le vois, bon, moi, ça ne m'étonne plus, mais par contre, ça n'empêche pas aussi pour moi, même si j'ai vu beaucoup, beaucoup de ces livres-là anciens dans ma vie, dans ma carrière, dans ma pratique de libraire, il se dégage de ces objets-là une sorte de parfum d'éternité. Une sorte de... On imagine les conditions de fabrication, on imagine l'auteur qui n'est plus de ce monde depuis longtemps, on imagine l'imprimeur, l'éditeur, on imagine les lecteurs. Parfois, il y a des traces de lecteurs dans ces livres-là. La signature du propriétaire, des notes, mais toujours aussi quand il y a des notes ou de légères annotations, c'est toujours à la plume, hein, la plume de métal. Alors, la trace des objets, la trace des technologies utilisées pour lire ces objets anciens-là, parfois sont manifestes. On les a sous nos yeux. Alors, c'est sûr, on peut, en tenant ces objets-là qui exhalent un parfum d'éternité, on peut littéralement s'abandonner à des rêveries proustiennes. On peut, tout à coup, l'imaginaire se met à... Mais il faut quand même se ressaisir et mettre un prix, et jauger de la valeur, et apposer sa signature sur la page de garde. Et ben voilà, ce livre-là, finalement, on a jugé qu'on pouvait le vendre 100 $. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le vendre. Alors, vous voyez, imaginez le... Alors, c'est sûr, tandis que les libraires de livres neufs, bon, eux, ils sont sans arrêt, toute la production, toute la machinerie du livre, eh bien, ils sont partout, là. Je veux dire, les distributeurs, les représentants, les auteurs, les offices. Alors, les libraires de livres neufs sont soumis aux dictats les plus implacables de la gestion des affaires. Tandis que nous, bouquinistes et libraires de livres anciens, eh bien, le modèle d'affaires qui est appliqué au modèle de la librairie de livres neufs est complètement caduque. Est complètement inopérant, pardon. Et si les libraires de livres neufs s'occupent de 10% du marché du livre, eh bien, nous, on s'occupe du 100% de tous les livres qui existent, incluant les livres neufs. Parce que ce n'est pas non plus parce qu'un livre est neuf qu'il va se vendre, hein, à l'instar du livre ancien. Alors là, c'est encore autre chose. Parce que on pourrait dire, nous, pourquoi on n'achète que des livres qui se revendent, au fond, hein, à part la section livres rares et anciens. Alors, un auteur contemporain peut publier un livre, et dont les méventes sont manifestes. Il n'y a aucune raison pour un libraire d'occasion de proposer à la vente un livre qui ne s'est pas vendu dans une librairie de livres neufs. Alors, la première sélection impitoyable qui a lieu dans les librairies de livres neufs, nous, on vient valider. Le livre ne s'est pas vendu dans une librairie de livres neufs, eh bien, si ce n'est pas vendu dans une librairie de livres neufs, pourquoi se revendrait-il dans une librairie d'occasion? Et même si c'est la moitié du prix. Hein? Alors, parfois, si des gens ne sont pas prêts à payer 30 $ pour un livre, quel qu'il soit, il n'y a pas de raison qu'ils sont prêts à le payer 15 non plus. Et parfois même, il n'y a aucune raison qu'ils l'achètent, point. Ça ne veut pas dire que le livre n'est pas bon, ça ne veut pas dire que le livre n'est pas intéressant. Vous comprenez, je ne mets pas aucun jugement là-dessus. Par contre, nous ce travail-là de tri, de validation, parce que il y a tant à dire sur ce métier-là, de libraire d'occasion et d'ancien, c'est que nous avons, et ça on ne le dira pas assez, c'est quelque chose que les libraires de livres neufs ont parfois beaucoup de difficultés à saisir, c'est que nous, on a dans notre
dans notre clientèle, les plus passionnés des livres. Comme la majorité des livres, la quasi-totalité des livres sont épuisés, alors forcément, les fous de, je sais pas, les fous de surréalisme, pardon. Par exemple, il y en a beaucoup, là, des gens qui s'intéressent au surréalisme. Bon, les premiers textes des surréalistes datent des années 20, et le surréalisme, quoi qu'on en dise, continue à exister. Il y a des gens qui s'en réclament, il y a des gens qui écrivent des livres sur le sujet, il y a des gens qui écrivent de la poésie se réclamant du surréalisme, il y a des auteurs qui se réclament d'André Breton encore, ou de toute la mouvance. Il y a des peintres aussi qui se réclament du surréalisme. Ah, le surréalisme a un siècle d'existence. Alors on imagine la masse inimaginable de livres qui ont été écrits sur le sujet, et nous, on en a de ces gens-là qui rentrent dans la librairie et qui sont des fous d'André Breton, qui sont des fous de Paul Éluard, ou d'Aragon, ou de Dali, ou de Marcel Duchamp. Les livres qui s'écrivent sur Marcel Duchamp qui est considéré comme le père de l'art moderne, ne se compte plus. La production sur le sujet dépasse l'entendement. Mais nous, ces gens-là qui s'intéressent à Marcel Duchamp, ils viennent dans nos boutiques, ils viennent chercher peut-être l'étude sur Marcel Duchamp qu'ils n'ont pas, ou le poète surréaliste chilien qui est obscur, qui est connu par 10 personnes, là, parfois, dans le monde entier, dans certains cas. Et ils espèrent que nous, peut-être on va l'avoir. Alors on a affaire aux plus passionnés. Alors c'est qu'est-ce qui nous... Alors là, je reviens à ma réflexion. Bon, qu'est-ce qui nous attend là, au lendemain du déconfinement? Moi, la léthargie n'aura qu'un temps. C'est comme ça, psychologiquement, que j'encaisse le truc. Mais la principale arme dont je dispose pour continuer d'exister, c'est la passion. Et la passion, ces deux choses-là aux antipodes, le non-agir et la passion, doivent s'articuler ensemble. Elles doivent s'auto-alimenter ensemble. Il y a un temps pour que la passion s'embrase, il y a un temps pour que la passion prenne le dessus, et il y a un temps pour l'apaisement, le détachement de la passion. Alors, c'est comme ça qu'on va faire rouler le truc. Et je me disais parce que moi, je pense que ça va être hyper difficile sur le plan économique, mais je me disais, si je conserve ma passion, si je conserve ce feu-là, ce feu sacré que j'ai, ça, les lacunes, les faiblesses, les failles, que ce soit au niveau de la connaissance, au niveau de l'administration, au niveau de la gestion, au niveau de la planification, au niveau de la connaissance, parce que la somme des choses que je ne sais pas dépasse très, très, très largement le petit savoir que j'ai. L'élément central de mon existence et de mon travail, c'est la passion. La passion donne toutes les réponses. Si vous êtes passionné pour quelque chose, là, peu importe l'activité dans laquelle vous œuvrez, la passion, c'est ce qui fait que ça va donner un sens à votre existence, à votre activité. Et là, ça m'a consolé, là, ça m'a rassuré. Là. Je me suis tâté, là, j'ai beau me trouver allongé sur le sofa, sans bouger, sans presque émettre sans que les signes vitaux au minimum, est-ce que le feu est là? Est-ce que je le sens, ce feu-là? Est-ce que je la sens, cette passion-là? Oui, la passion demeure. Et la passion demeure, et c'est la passion qui va faire que je vais ouvrir ma boutique à 11h le matin. Peut-être plus tôt même. C'est la passion qui va faire que je vais remplir la librairie de livres que je juge intéressants, en espérant que les passionnés qui fréquentent ma boutique y trouvent leur compte.
C'est la passion qui va faire que je vais encore commettre des vidéos. C'est la passion qui va faire que je vais livrer quelques-unes de mes impressions sur ma plateforme Facebook. C'est la passion qui va faire que le feu va rester, va donner de la chaleur, va donner de la lumière. C'est le feu qui va continuer à guider mon existence. Voilà. Alors, je tenais à vous, à la petite poignée de gens que je remercie encore, qui écoutent mes vidéos, je tenais à vous dire que, d'abord, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me permettre de m'exprimer. Ça, c'est irrépressible chez moi, ce désir-là d'expression. J'ai bien hâte de vous retrouver. J'ai des projets qui vont vous impliquer, comme la revue qui va finir par sortir. J'ai des projets de publication aussi, à la fois personnels et dans ma petite maison d'édition, accompagné à numéro. La passion, là, elle n'est pas morte. Elle est sous le boisseau. Le feu, il est réduit à sa plus stricte expression. Mais ce feu-là est toujours vivant. Et c'est comme ça que quand on va nous donner le feu vert pour reprendre nos activités, c'est par la passion qu'on va se maintenir dans notre être propre. C'est par la passion qu'on va demeurer vivant. Et est-ce que les libraires vont, dans ce nouveau monde, qui va quand même être un nouveau monde, quoi qu'on en dise, hein, ça sera un peu pareil, là. Oui, l'espèce humaine avec ses désirs et tout ça, l'espèce humaine, elle ne change pas, et puis elle est extrêmement créative. Vous allez voir, on va faire preuve de créativité, là. Mais on va devoir faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Mais les libraires vont en avoir encore de besoin. Autant pour les libraires de livres neufs que pour les libraires d'occasion et d'anciens. Le monde va avoir encore besoin de nous. Peut-être, rêvons un peu, peut-être plus encore que d'habitude, plus encore qu'à l'accoutumée. Parce qu'il fallait déjà beaucoup de ténacité pour continuer notre métier tout à fait improbable. Il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion déjà pour continuer à l'être dans un système économique complètement déjanté. Et là, il est à l'arrêt, hein, il est même plus qu'à l'arrêt, hein, il est complètement... il est cassé, hein, il est littéralement cassé. Nous, on a l'habitude d'œuvrer dans un univers difficile, où les gains sont modestes et où le désir est au cœur de notre activité. Alors, on est habitué. Mais là, je pense que peut-être que là, on va peut-être être encore plus apprécié. En tout cas, peut-être on va l'être davantage apprécié. Peut-être. Alors écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. C'est un peu décousu. Comme je vous dis, mon esprit est dans une sorte de léthargie. J'espère qu'avec cette vidéo-là, j'aurai réussi un peu à le secouer. Mais de toute façon, on n'a pas dit notre dernier mot, Fabienne et moi. Fabienne aussi a des projets. On n'a pas dit notre dernier mot. Mais elle est plus dans l'action. C'est une femme active, moi. Viens faire du yoga avec moi. Non, le yoga, là, ça me stresse trop. Le yoga, ça me rend nerveux. Voilà. Je relaxe, là. Je relaxe. Disons, Allez, merci, portez-vous bien.